L'invité politique ce matin de la matinale, c'est Eduardo Riancipel. Bonjour. Bonjour. Député PS de Seine-et-Marne, secrétaire national du PS chargé des relations avec le Parlement. Vous êtes né au Brésil, Oui. à Porto Alegre, de parents brésiliens. Absolument. On va donc commencer par les JO de Rio. Vous partez ce soir avec François Hollande, direction Rio, donc pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux, en tant aussi que président du groupe d'amitié France-Brésil à l'Assemblée. Ils ont forcément un goût particulier, ces JO pour vous, non ? Bien sûr, c'est mon pays natal, vous venez de le rappeler. Et puis, ce sont des Jeux, je crois, qui étaient attendus, malgré une situation assez compliquée, voire chaotique sur le plan politique au Brésil. Ce sont les Jeux Olympiques, c'est à Rio. Et j'espère que ce sera une très belle fête pour tout le monde. Justement, est-ce que Rio est prêt ? Parfois, les images que l'on découvre ici, en tout cas de France, font un peu peur sur la préparation, la pollution de la baie de Rio, par exemple. Et Rio est bien prêt ? Je crois qu'il faut faire confiance à l'organisation des Jeux Olympiques, au Comité olympique international. Si les Jeux démarrent, c'est qu'ils sont prêts. Vous savez, mes origines brésiliennes me font penser qu'à chaque fois, il y a toujours tous les stéréotypes du pays qui ressortent, qui sont autant d'informations à la fois exagérées et en même temps parfois vraies. Je crois qu'il ne faut avoir aucune inquiétude. Ces mêmes interrogations, on les avait au moment de la Coupe du Monde de football en 2014. Le pays a été prêt et ça s'est bien passé. Donc je n'ai aucun doute que les choses se passent correctement. Et voilà, il faut faire confiance aux organisateurs. Néanmoins, il y a un contexte politique tendu autour de Dilma Rousseff. Les Brésiliens se plaignent d'un manque de considération, de tout pour les Jeux, rien pour leur quotidien. Dernière manifestation en date sur le trajet de la flamme. On va découvrir les images qu'on découvre ici. On va écouter justement un Brésilien et on en reparle juste après. Le gouvernement prend l'argent prévu pour la santé, l'éducation et les programmes sociaux pour garantir le bon déroulement des Jeux. Mais dans 30 jours, ces grands bâtiments, ces grands sites n'auront plus d'utilité. Voilà, est-ce qu'il a raison ? Oui, je crois qu'il a en grande partie raison. Il y a aujourd'hui beaucoup à faire dans le domaine social au Brésil. Lula avait énormément fait tout au long de ses mandats, en sortant des dizaines de millions de la pauvreté. Aujourd'hui, il y a une situation encore plus tragique sur le plan politique au Brésil, parce que je crois qu'on a affaire à un véritable coup de force que je souhaite aussi dénoncer à mon tour, institutionnel, qui a destitué la présidente Dilma Rousseff, alors qu'il ne me semble pas qu'elle soit, tout ça, ce soit tout à fait légitime. Les corrompus ont chassé la seule personne qui n'était pas corrompu, accusé de rien. Donc je crois que le Brésil traverse une grande crise politique en ce moment et je suis inquiet pour l'avenir démocratique au Brésil qui peut être fragilisé par ce coup de force institutionnel. D'aucuns disent qu'il s'agit d'un coup d'État institutionnel. Justement, dans le même temps, Amnesty International pointe une augmentation alarmante de 103% des homicides commis par la police à Rio. Là aussi, c'est une actualité brûlante qu'il faut surveiller ? C'est une réalité brutale. Le pays connaît une violence réelle depuis des années. Je ne sais pas si elle est sans précédent, mais il y a 50 000 homicides, je crois, en moyenne par an au Brésil. La violence dans le pays est un vrai problème, en effet. François Hollande y va aussi, bien sûr, et vous l'accompagnez pour défendre la candidature de Paris au JO de 2024. Est-ce qu'on a de réelles chances de les avoir, ces JO, en 2024 ? Je suis un fervent militant et soutien de la candidature de Paris au JO de 2024. Ce sera l'un des axes principaux, si ce n'est l'axe principal, de la visite du président Hollande au Brésil, puisque l'essentiel de son agenda sera consacré à la défense de la candidature de Paris, avec tous les autres soutiens qu'il apporte. Je crois qu'il y a un bel esprit collectif autour de cette candidature, et l'équipe France sera, je crois, à tirer son épingle du jeu. Ce sera très difficile, parce qu'il y a Los Angeles, il y a Rome, il y a surtout Los Angeles. Ouais. Donc je crois que Paris doit tirer les leçons de sa dernière candidature qui a échoué face à Londres. Mais il faut être confiant, je crois qu'on a une belle carte à jouer. Et moi, comme député de la région parisienne, je crois que c'est un véritable atout, non seulement pour la région, mais pour notre pays. J'espère qu'on démontrera à cette occasion qu'on peut organiser des Jeux du XXIe siècle avec au cœur l'esprit écologique et la soutenabilité de la planète. Néanmoins, est-ce que la menace terroriste qui pèse sur la France pourrait nous jouer des tours ? Il y a une menace terroriste de long terme pour notre pays. On traverse un moment très compliqué avec un néo-terrorisme djihadiste
qui est une menace, c'est vrai, de longue durée. Et donc notre pays doit faire face dans la longue durée, mais il ne doit pas arrêter de vivre. Je crois que c'est ainsi dans une grande démocratie comme la nôtre, et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'aspect purement sportif, maintenant on va parler des sportifs russes. On devrait dire dehors les Russes, tout simplement. Je crois qu'il faut que le comité international se prononce de manière claire. Je crois qu'il l'a fait en grande partie. Le dopage reste un mal profond dans le sport et en particulier dans le sport professionnel. Je crois que c'est une lutte qu'il faudra mener avec vraiment beaucoup de détermination, quasi impitoyable. Mais moi, je n'ai pas les éléments du dossier pour essayer d'exclure les uns ou les autres. Mais il faut que cette lutte impitoyable contre le dopage, qui est anti-sport, soit vraiment menée à bras-le-corps. La chance des Français, on peut réaliser un exploit. Je l'espère. Il y a beaucoup d'athlètes et beaucoup de possibilités de médailles, et pas simplement avec le handball dont je voyais tout à l'heure les images. On a de beaux athlètes dans le BMX, par exemple. Le BMX, dans beaucoup de disciplines aussi en athlétisme. Je crois qu'il faut supporter les Français. J'espère que ce sera une grande fête, et notamment pour nous, la France. Et vous décollez ce soir donc direction Rio avec le chef de l'État. J'aimerais aussi que l'on revienne ensemble ce matin sur ce tragique attentat de Nice et celui aussi de Saint-Étienne du Rouvray. Vous aviez accusé l'opposition de perdre le sens de l'État après l'attentat de Nice. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Comment doit-on faire de la politique après ces attentats? Il faut faire de la grande politique, avec un grand P. Et je regrette en effet qu'une partie de l'opposition, et en particulier M. Sarkozy en tête, ont cédé à un certain nombre de tentations populistes, démagogiques, sans doute parce qu'ils sont sous la pression du Front National et de Mme Le Pen, en vue de la primaire, en vue de l'élection présidentielle. Et cela a amené en effet un certain nombre de responsables politiques de premier plan, et même M. Juppé, à perdre leur sang-froid, c'est-à-dire à vouloir prendre des mesures d'exception. Moi, j'avais le sentiment d'entendre de nouveau George Bush à travers les responsables politiques français qui voulaient des régimes d'exception, c'est-à-dire sortir du cadre de l'état de droit. J'ai une conviction, si vous voulez. Le seul régime fort, c'est l'état de droit. Le seul régime fort pour lutter contre la menace terroriste, c'est l'état de droit et c'est la démocratie. Et aujourd'hui, il ne faut pas perdre son sang-froid. Nous menons une lutte impitoyable contre le terrorisme, contre ce nouveau terrorisme djihadiste, mais il ne faut certainement pas sortir du cadre de la démocratie française, de nos institutions. Ça, c'est la tentation aujourd'hui qui anime une partie de la droite, et il faut essayer de s'en préserver au maximum parce que c'est notre avenir à nous qui est en jeu de cette façon-là. Il y a un dossier très sensible, c'est le financement de l'islam de France. Bernard Cazeneuve, Manuel Valls annoncent la possible naissance prochaine d'une fondation des œuvres de l'islam en France, couplée à une association culturelle. L'objectif, il est clairement affiché, c'est aider au financement du culte musulman en France, mais aussi clarifier les conditions. Ce n'est pas nouveau, ça date déjà de 2005. C'est essentiel, l'islam de France doit se financer et former ses imams. Je crois que c'est important que l'islam de France s'organise pour qu'il ait moins de dépendance vis-à-vis de financements qui peuvent venir de l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'il faut les interdire, sauf quand ils sont occultes ou suspects, mais qu'il faut que l'islam de France ne dépende d'une certaine façon que de lui-même. Et en particulier aussi pour la formation des imams. Je pense que l'idée d'une fondation de l'islam de France, qui est une ancienne idée, mais qui n'a pas jusqu'à présent fonctionné, doit être en effet relancée pour permettre de régler ces problèmes, et en particulier de financement. Cela permettra à l'islam de France de dépendre, encore une fois, moins de financements étrangers, de mieux le contrôler chez nous et d'avoir tout simplement un islam qui soit complètement compatible avec les principes de la République, ce qu'il l'est. Quand Manuel Valls dit interdire temporairement le financement étranger, vous êtes d'accord ou pas? Je pense que c'est difficile parce que cela suppose qu'on puisse le faire pour l'ensemble des cultes. On ne peut pas viser un seul des cultes. Cela dit, il y a un travail implacable à faire pour surveiller un certain nombre de financements qui pourraient venir d'organisations soit humanitaires, soit de fondations qui pourraient avoir un lien ou un autre avec des groupes qui terroristes ou qui soutiennent le terrorisme. Donc de ce point de vue-là, il y a un travail de surveillance financière à faire, mais c'est valable pour tous les cultes, mais en tout particulier pour l'islam. Et lorsque le CFCM réfléchit aussi à une redevance sur les produits alimentaires halal, pour vous c'est une bonne piste, ça va aussi dans le bon sens? Je pense que c'est difficile parce que ça pourrait être contradictoire avec nos principes laïques, parce que ce serait un impôt d'une manière directe ou indirecte qui serait financé par l'État, et donc vous tombez dans le problème du financement
par l'État d'un culte. Donc je crois que ce serait contraire sans doute au principe de la laïcité. Pour moi, c'est le cadre. Il faut avoir la laïcité en tête. Il ne faut pas qu'on déroge au principe de la laïcité, mais en même temps, on doit être pragmatique, intelligent, pour permettre tout simplement aux musulmans de France de pratiquer leur culte de manière digne. Après tout, l'État laïque doit pouvoir garantir la liberté de conscience et donc de pratique de culte, quel qu'il soit. Les conséquences de tout ça, ce sont aussi des annulations en pagaille de plusieurs festivités à Nice, La Baule, Marseille, Grasse, Avignon. On a raison, on ne prend aucun risque. Moi, je crois qu'il faut respecter les élus et les autorités qui prennent ces décisions. Elles ne se font pas avec le cœur, je pense. Elles se font avec la raison, parce que lorsqu'on sent que la menace est importante, qu'on a du mal à assurer tous nos dispositifs de sécurité, eh bien, on préfère la prudence à la prise de risque. Je crois qu'il faut saluer le grand sang-froid et la responsabilité de ceux qui prennent ces décisions difficiles, mais la vie doit continuer. Nous avons besoin d'apprendre, comme une grande démocratie, à lutter contre ce terrorisme sans devenir pour autant une société paranoïaque. En 2 mots, il faut aussi s'attaquer bien sûr aux réseaux sociaux. C'est surtout par ce biais que la radicalisation s'opère. Néanmoins, on n'entend pas beaucoup les politiques en parler. Non, moi j'en parle beaucoup. Vous savez, je suis vice-président de la mission d'information sur les moyens de Daesh. Nous avons rendu notre rapport au président de l'Assemblée nationale il y a une dizaine de jours. Et nous avons naturellement étudié non seulement l'organisation terroriste, mais l'idéologie qu'ils profèrent. Et cela passe par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne peuvent pas rester absents de ce débat. Ils doivent aussi prendre leurs responsabilités. Les réseaux sociaux, c'est un peu l'espace public virtuel. Donc, de la même façon qu'on régit et qu'on met des règles dans l'espace public physique, l'espace public virtuel doit être régulé. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi, notamment sous couvert d'anonymat. Donc, que chacun prenne ses responsabilités. C'est une lutte de tous les jours, tout en respectant les libertés publiques et la liberté aussi et la protection des données personnelles. Mais c'est un long combat. Et il faut que la société française se mobilise tout entière. Ce n'est pas simplement le travail de l'État. Je crois que pour nous, Français, il faut aussi qu'on réfléchisse à une sorte de réarmement moral de la République française. Qui sommes-nous ? Que voulons-nous ? Quelles sont nos valeurs ? Comment combattre ensemble et vivre ensemble dans les principes qui sont les nôtres ? Souvent, on donne le mot de République à tort et à travers sans y mettre un contenu. Je crois que ce sera l'enjeu des prochaines semaines et des prochaines années, de mettre un contenu concret à ce que nous appelons République. C'est un beau principe qui, à mon avis, doit être réactivé de manière ferme. Ce matin, c'est le dernier Conseil des ministres avant les vacances en pointillé du gouvernement. Michel Sapin y présente la dernière grande réforme du quinquennat, l'impôt à la source. C'était nécessaire maintenant ? Oui, c'est une réforme pour laquelle j'ai milité et que j'ai voté avec mes collègues de la majorité à l'Assemblée nationale. C'est une réforme qui permet de simplifier l'impôt des Français. Je crois que c'est une réforme qui est attendue par les Français. Comme ça, tout le monde saura ce qu'il doit payer comme impôt à l'avance. C'est une clarification, c'est une simplification. Et moi, je suis sûr que c'est une des grandes réformes de ce quinquennat. Et je suis heureux qu'elle avance si vite. Dans le même temps, c'est la croissance qui stagne au deuxième trimestre, malgré une prévision à plus 0,3%. Le chômage qui augmente encore. François Hollande, ça reste le potentiel meilleur candidat pour 2017 ? Moi, je crois que c'est difficile, quand on est président de la République, de ne pas être le candidat de son camp. Ça n'aurait aucun sens. Et je vais vous dire ma conviction profonde. La situation, elle a changé. Je crois qu'au regard du risque terroriste, de la menace qui frappe le pays et des interrogations profondes qui traversent le pays au-delà de la question sécuritaire immédiate. Je parle de notre cohésion nationale, des interrogations sur qu'est-ce que cela veut dire que de vivre ensemble. Je ne vois pas comment François Hollande pourrait se dérober de l'élection présidentielle. Il devient presque un candidat obligatoire par temps difficile. Et il faut rassembler son camp, il faut rassembler surtout les Français sur les principes fondamentaux qui doivent guider la société française dans les décennies qui viennent. Je suis convaincu que la question de l'état de droit, du modèle français, sera celui qui sera posé à la présidence de la République en 2017 et que d'une certaine façon, les questions économiques deviendront, à mon avis, secondaires pour les Français dans ce cadre-là. Justement, donc Manuel Valls, Emmanuel Macron, non, ils n'iront pas ?
On verra. Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est difficile de déloger un président de la République de son propre camp, mais ça, c'est une question qui appartient d'abord au président de la République. D'ailleurs, tiens, Emmanuel Macron, on va en parler quelques secondes. Sa grande marche a pris fin dimanche dernier. Il revendique 100 000 conversations et dit cette phrase « Nous avons gagné le droit d'être entendus ». Il joue à quoi, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il doit d'ailleurs quitter le gouvernement? Écoutez, parlons de moi plutôt que d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a des sujets plus importants en ce moment, mais chacun a le droit de participer au débat d'idées. Et moi, je ne refuse jamais le débat d'idées. Donc, mais il est ministre à 100%? Je crois, oui, mais ça, c'est une question qu'il faut poser au président et au Premier ministre. L'affaire Adama Traoré, je voulais aussi en parler avec vous ce matin. Ce jeune homme de 24 ans décédé à Beaumont-sur-Oise le 19 juillet dernier lors de son interpellation par des gendarmes. Sa famille va porter plainte pour violence volontaire. Il y a une grande inquiétude de la part de cette famille Traoré. Manuel Valls, François Hollande devraient prendre la parole. C'est ce que disait chez nous lundi Ramayad. Je crois que c'est toujours un malheur pour notre nation quand un jeune meurt dans ces circonstances. Je veux dire deux choses simples. J'ai beaucoup de compassion pour la famille d'Adama Traoré et je veux aussi saluer leur grande dignité dans cette affaire, dans le cadre de la mort de leur fils, de leurs frères, sœurs et de leurs amis et de leurs proches. Bon. Et il y a la justice qui est saisie. Et la justice doit la vérité à tout le monde et d'abord, bien entendu, à la famille. Toute la vérité doit être connue. C'est le travail de la justice. Et de ce point de vue-là, il faut l'attendre avec sérénité. Rien ne doit être caché à personne. Rien ne sera caché à personne. Je fais confiance en la justice de la République. Et je crois qu'il faut avoir la compassion et saluer la dignité de la famille d'Adama Traoré. Et aujourd'hui, voilà, la justice doit faire son travail. Et il faut garder son calme dans cette affaire, même si elle est très douloureuse. Toute la vérité doit être connue. Et je le dis en respectant d'ailleurs l'indépendance de la justice, tout est possible dans cette tragique affaire. Donc il faut attendre les conclusions et dire la vérité, d'abord à la famille et à l'ensemble des Français. Mais il ne faut pas douter de la justice française qui fera son travail jusqu'au bout. Un mot de la politique étrangère, si vous le voulez bien, avec les États-Unis, la présidentielle et Trump. Dans les derniers sondages, Clinton prend une légère avance. Lui cumule les polémiques. Obama le dit, il n'est pas qualifié. Votre regard, vous, sur la politique américaine et sur Trump? François Hollande disait hier à l'Élysée devant la presse: les excès de Trump finissent par donner un sentiment de haut le cœur. Monsieur Trump est un surexcité narcissique, dangereux, qui peut demain diriger la première puissance militaire au monde. Donc ça sera non seulement un problème pour les États-Unis d'Amérique, mais ce sera aussi un problème pour le monde. Et il n'est que la figure de ce populisme, de cette démagogie qui traverse toutes les sociétés occidentales. Et chacun a sa figure. Nous avons Madame Le Pen. Parfois, on voit comment ça contamine, y compris dans le camp de la droite classique, avec Monsieur Sarkozy. Donc, parfois, on a du mal à faire la différence entre ce qu'il dit et ce que dit Madame Le Pen. Et vous avez d'autres figures aussi en Europe. Et aux États-Unis, c'est la figure de Monsieur Trump. Donc, je crois qu'il faut que nous autres, en Europe et en particulier en France, nous sachions lutter contre ces tentations populistes, démagogiques, dangereuses, qui ne mènent nos sociétés que dans le mur. Je crois qu'il faut avoir la grande lucidité pour affronter les grands problèmes géopolitiques du monde. Nous allons avoir un début de 21e siècle très chaotique, un monde dangereux, caractérisé par une instabilité géopolitique majeure, avec des dangers nouveaux qui réapparaissent et qui interrogent toute l'humanité. Il faut pour cela de grands hommes et de grandes femmes politiques. Il ne faut pas des petits politiciens de bas étage qui excitent comme ça les petites haines et les petits ressentiments de nos peuples. Il faut élever le niveau et ce n'est pas avec des gens comme Trump qu'on va le faire. Donc j'espère que d'autres considérations seront prises pendant l'élection américaine, mais je suis assez inquiet parce que rien n'est fait à mon avis là-bas. Mais ce que Trump fait aux États-Unis annonce aussi un certain nombre de difficultés chez nous. Et il faudra les affronter de manière avec beaucoup de force. Merci d'être venu ce matin sur iTélé et bonne route vers Rio et pour la cérémonie d'ouverture.